Bonsoir à tous et bienvenue sur le grand rendez-vous. Merci à chacun et à tous de terminer bien sûr cette semaine avec nous sur le grand rendez-vous, dernier numéro pour le compte de cette semaine et sur le chemin du développement. Ce soir, nous aurons 3 différents plateaux animés par un biologiste aménagiste, un coach consultant en business et un artiste plasticien. Bienvenue à tous et suivez tout de suite la météo. Oui, bien des choses à tous nos téléspectateurs de Ouinri qu'on a retrouvé à travers, bien sûr, la carte postale signée juste après la météo. Alors, ça jazz et continue de jazzer sur les réseaux sociaux par rapport à l'impact des relais GSM sur l'environnement. Le grand rendez-vous aborde la question et invite un biologiste aménagiste pour éclairer sur ces impacts ainsi que les réglementations en vigueur en la matière au Bénin. Le taux élevé de mortalité des entreprises en Afrique suscite bien d'interrogations et ça, on se demande qu'est-ce qui se passe en réalité. C'est carrément flou, cette situation pour les entrepreneurs, surtout les PME. Alors, ce grand rendez-vous, nous allons aborder la question en 2 temps, bien évidemment, aujourd'hui et lundi. Ce soir, il sera question, bien sûr, d'énumérer les causes de la mort précoce des entreprises. Et cet exercice, nous allons le faire avec l'aide, bien sûr, du coach Alex Balogun, qui sera là dans un instant. Alors, l'art sur les traces de l'histoire, mesdames et messieurs, découvrez des portraits de tous les présidents de la République du Bénin de 1960 à nos jours à travers une exposition en cours à la médiathèque des diasporas. Vous saviez que le grand rendez-vous, c'est également le journal, le rendez-vous de l'information et du développement. Ce soir, nous sommes avec Héloïse Winato. Bonsoir Héloïse. Bonsoir Siom, bonsoir à tous. Vous savez, les pièces de 5 francs, 10 francs et plus se font désirer au niveau des différents points de vente. C'est un phénomène qui s'observe de plus en plus à Cotonou. Est-ce de la rétention volontaire ou non? Elia Dira a prospecté certains espaces commerciaux pour nous. Les échecs scolaires massifs observés ces dernières années seraient-ils liés à la tendance des jeunes accros des smartphones? La question est au bout des lèvres et le sujet a inspiré la rédaction de BB24. Et puis le paille est de retour chez les jeunes et les stylistes. On constate que différentes tenues sont confectionnées à base du tissu africain. Voilà sur les titres à développer à 19h45. À 19h45, donc, Héloïse Winato, et merci beaucoup pour les titres et les annonces. Alors, nous allons continuer avec vous, chers téléspectateurs, et ouvrir les plateaux. On commence par Nature et Bien-être.
Alors, quel est l'impact des relais GSM sur l'environnement? Grosse point d'interrogation et qui circule d'ailleurs même sur les réseaux sociaux. On aborde la question de façon officielle sur le grand rendez-vous ce soir avec Edmond Sossoupé qui est un biologiste aménagiste. Il va nous éclairer dans un instant. Nous allons suivre d'abord ce reportage qui nous présente comment est-ce qu'on arrive à installer ces relais-là. Regardez tout simplement. Préoccupé et même remonté suite aux explications des techniciens du réseau de téléphonie mobile MTN. Attendez, j'ai la parole. Ces habitants de Calavi Zone SOS disent non à l'érection d'un pylône dans leur quartier. Le ton est monté lors de la séance de sensibilisation. Le conseiller communal, habillé en blanc, s'oppose au refus des habitants du quartier et claque la porte. Les doléances sont claires. Réaliser notamment l'étude d'impact environnemental du dit projet. Mais les rayons dont vous parlez, les ondes dont vous parlez, nous serons les premières victimes. Et les maladies que ça engendre, cancer, cécité, stérilité, malformation. Quelles sont les réponses que vous nous donnez à ces questions-là? MTN accède aux doléances de la population et promet. La population est très réticente et elle a peur par rapport aux effets électromagnétiques, elle a peur par rapport à son environnement. Et c'est justement pour ça maintenant que nous devons les rassurer. C'est dans le cadre de cette assurance-là maintenant que nous avons, à l'occasion de cette réunion de ce matin, promis fournir aux représentants de cette population-là les tests d'impact environnemental dans la mesure du possible et de fournir et de saisir aussi le ministère du cadre de vie pour qu'il puisse venir jeter un coup d'œil pour voir si effectivement les inquiétudes des uns et des autres est avérées ou si nous pouvons continuer la construction ou pas. Le site attend toujours l'érection du dit pylône autorisé par l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Merci beaucoup à vous, Koudous Abdoulaye, pour ce reportage et cette situation bien décrite dans cet élément. On retrouve en plateau Edmond Sossoupé, qui est un biologiste aménagiste. Bonsoir. Bonsoir, M. Hassem. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a suivi tout de suite cet élément réalisé par notre collègue Koudous Abdoulaye. Dites-nous, le public a-t-il vraiment raison d'avoir peur? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les opérateurs GSM installent ce que l'on appelle des pylônes. En réalité, ce sont des antennes relais. OK. Et dans le dispositif, il y a une cabine technique d'émission radio avec du matériel télécom. Et ces émissions radio sont envoyées vers des antennes qui sont le plus souvent installées en hauteur pour amplifier la portée des ondes. Donc, à partir de ce point d'installation, il y a des ondes électromagnétiques qui sont émises dans l'espace. Donc, ces ondes, selon la capacité du dispositif radio, peut avoir une couverture entre 200 mètres et 10 km de rayon. 10 km de rayon. Donc, et l'ensemble développé par ce champ constitue ce que les spécialistes appellent une cellule. Donc, dans l'espace et dans le temps, les opérateurs vont installer plusieurs cellules. Et c'est la bonne superposition de ces cellules qui détermine une bonne couverture nationale ou régionale du réseau. Oui. Alors, le problème, c'est que ces antennes relais, du fait du champ électromagnétique qu'elles développent autour du point d'installation, constituent un problème. Parce que les ondes électromagnétiques ne sont pas des ondes totalement inoffensives. Donc, elles ont quelques impacts sur la santé de l'homme et sur la santé environnementale en général. Et c'est pour ça que leur installation doit faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement pour déterminer
à quelle distance des habitations on peut installer ces antennes pour éviter une exposition à longue durée aux ondes électromagnétiques. Alors, donc, ça veut dire que ces installations, ces infrastructures ont effectivement des impacts négatifs sur la vie des populations, des populations environnantes. Bon, oui, parce que en réalité, l'OMS oui. a fixé un seuil qui est de 40 volts par mètre comme étant le seuil pour lequel l'impact n'est pas démontré. N'est pas démontré. N'est pas démontré. Alors, avec ce qui... Mais ce qui est important, oui. ce qu'il est important de relever, c'est qu'il faut qu'au niveau de chaque installation, on s'assure qu'on est dans cette limite fixée par l'OMS. Par l'OMS. Mais le problème des ondes électromagnétiques, c'est surtout lié à la durée d'exposition. Même si le champ électromagnétique est faible, lorsqu'on est exposé de façon durable, il y a des conséquences qu'on peut en récolter. Qu'on peut en récolter. Alors, ce qui se passe au Bénin, est-ce que c'est effectivement dans ces règles, ces réglementations que vous venez donc de citer, parlant bien sûr de l'OMS? Voilà, mais je pense que c'est l'Agence de régulation de la communication électronique et des postes qui est mieux placée pour nous dire effectivement, pour décliner toutes les conditions qui sont fixées au Bénin pour qu'un opérateur GSM puisse installer une antenne. Alors, on a vu tout à l'heure que ces opérateurs GSM se sont rapprochés de la population pour demander leur avis, avoir en tout cas leur approbation avant donc l'installation de ces infrastructures. Est-ce que vous pensez que ça fait partie des préalables pour pouvoir commander une étude d'impact environnemental? Non, en principe, c'est l'inverse. Les opérateurs devaient se rapprocher du ministère du cadre de vie, oui, dont le bras armé est l'Agence béninoise pour l'environnement, dont j'ai été directeur général. Donc, si les opérateurs se rapprochent de l'ABE, l'ABE va dire quelle est la conduite à avoir. Notamment, l'ABE va leur recommander de faire une étude d'impact sur l'environnement. C'est dans le processus de réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement, oui, que le contact avec les populations va être établi. Alors, et si la population refusait carrément? Oui, la population peut refuser, mais il est question que dans cette étude, on fasse parler les dispositifs que la CERP a autorisés. Donc, la distance des pylônes par rapport aux habitations. Je l'ai dit tout à l'heure, une exposition, même dans un champ faible, de longue durée, a des conséquences inévitables sur la santé. Et si vous voulez, je peux vous citer quelques-unes de ces conséquences. Allons-y. Voyons, lorsque on est exposé de façon durable aux ondes électromagnétiques, cela provoque au niveau du cerveau une modification de l'activité électrique du cerveau, qu'on appelle l'électroencéphalogramme. Ensuite, ça provoque aussi une perméabilisation de la barrière encéphalique. Bon, c'est des thèmes un peu techniques, oui, mais pour faire simple, c'est que ça modifie la possibilité de transmission des informations électriques qui naissent à partir des stimulations et qui doivent aller au cerveau pour envoyer vers des commandes motrices. Ça veut dire que ça peut créer des problèmes au niveau des nerfs. Oui, ça peut créer des problèmes au niveau des nerfs, ça peut créer des problèmes au niveau du cerveau lui-même. Mais ce qui est le plus incriminé, c'est que ça peut aussi conduire à des cancers. Donc c'est vraiment ça qui fait que de plus en plus, on doit être préoccupé par la situation. Vérifier que les normes en matière d'installation d'antennes sont respectées, que le dispositif
technique se trouve dans une certaine qualité, parce qu'en termes de propagation des ondes, il y a aussi la qualité des équipements. Des équipements. Et ça dit qu'il ne faut donc pas habiter proche de, oui, ces antennes. En principe, il faut habiter en général à environ 300 mètres. Environ 300 mètres. 300 mètres. Mais il y en a qui ont carrément oui, les ces gens qui ont ça sur leur maison, je ne vais pas donner une fausse alerte. Les gens qui ont ça sur leur maison, ça dépend de la puissance de l'antenne. Vous voyez, l'antenne GSM, l'antenne relais, c'est un dispositif qui a plusieurs gammes de puissance. Donc ça dépend de la cellule qu'on veut créer à partir de cette installation. Si la cellule est une cellule dont le rayon est d'environ 200 mètres, là, l'exposition est importante. Mais si c'est une cellule dont le rayon peut aller jusqu'à 5 km, 10 km, alors là, c'est une exposition qui peut être dangereuse pour la santé. Pour la santé. Oui. Et ça dit que ces opérateurs GSM doivent verser des redevances pour atténuer les conséquences. Bon, en réalité, s'il doit avoir conséquences, oui. Il n'est pas, je ne sais pas s'il y a un prix à payer pour une exposition qui peut être dangereuse pour la santé. Pour la santé. Donc, en réalité, je ne connais pas le type de contrat qui lie les GSM, les opérateurs GSM avec les citoyens qui acceptent ces installations. Mais je dis qu'on ne va pas tirer la sonnette d'alarme, on ne va pas alarmer là-dessus sans savoir quelle est la puissance de l'antenne que l'on installe sur ces maisons, sur son bâtiment, etc. Donc ça veut dire que c'est de véritables dangers quand même, il faut le notifier. Oui, c'est clair que l'exposition aux ondes électromagnétiques est suffisamment dangereuse. Déjà avec les installations électriques, les pylônes qui font le transport de l'énergie moyenne tension, haute tension, tout ça, c'est des choses qui émettent aussi des ondes électromagnétiques. Et on ne doit pas habiter dans les rayons. La législation est claire dessus. Il y en a qui sont à Black-Anglais. Oui, il y en a qui se plaisent à rester là-dessous, mais ils s'exposent à ces ondes électromagnétiques. Mais le problème même du GSM, c'est que la question de l'antenne relais est un aspect du problème, mais il y a aussi la question du terminal, le téléphone que nous avons. Oui, voilà. Le téléphone que nous tenons est aussi un appareil qui a quelques dangers sur notre santé. Parce que, premièrement, la communication, c'est quoi? Lorsque quelqu'un, si je vous appelle par exemple de mon téléphone, alors mon téléphone va capter l'onde électromagnétique dans le champ duquel il se trouve, et cette cellule-là va envoyer un message à vous, et c'est comme ça que la communication est établie. Mais le danger, c'est que lorsque vous n'êtes pas suffisamment dans le champ électromagnétique, lorsque par exemple au niveau du téléphone, vous avez, il y a un signal de la qualité de l'onde. 1 trait, 2 traits, 3 traits, 4 traits, 5 traits par exemple. Oui. 5 traits lorsque vous êtes pleinement dans le réseau, dans le champ. Si vous êtes pleinement dans le champ, il n'y a pas de problème. L'énergie la puissance que votre téléphone développe pendant que vous émettez un appel ou pendant que vous recevez un appel, cette puissance-là est faible. Donc vous êtes moins exposé. Alors que quand vous n'êtes pas suffisamment dans le réseau, il y a peut-être 1 ou 2 traits, l'appel que vous passez en ce moment, vous êtes suffisamment exposé à une énergie forte que le téléphone développe pour pouvoir se mettre en liaison avec l'antenne relais qui dans le champ duquel il se trouve. Il se trouve en tout cas, j'espère qu'on va vous retrouver le lundi, Dr Sosoupé, pour pouvoir vraiment
aborder la question concernant les téléphones maintenant, parce qu'on a parlé des relais et qu'il ne faut pas habiter, il n'est pas conseillé d'habiter moins de 300 mètres, bien sûr, de ces installations. Voilà. Et je pense qu'au niveau du téléphone, vous aurez aussi des tactiques, sinon des conseils à donner au public pour savoir vraiment gérer cela, histoire de se protéger et préserver vraiment sa santé. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être venu. Vraiment. Nous allons continuer et parler bien sûr de la mort précoce des entreprises en Afrique. Nous allons aujourd'hui énumérer les causes. En attendant, bien sûr, lundi pour vous apporter des solutions pour pallier ces problèmes. C'est l'espère. Oui, les entreprises meurent en Afrique de façon précoce à taux élevé. Et c'est surtout le taux élevé qui nous intéresse, qui suscite vraiment bien et beaucoup d'interrogations au Bénin. Et ça semble flou, cette situation. Nous allons demander, bien évidemment, l'éclairage du coach et consultant en business Alex Balogun qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, pour annoncer bien sûr ce sujet, que nous allons diviser le sujet en deux parties. Oui. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie concernant bien sûr les causes, les problèmes, d'où viennent vraiment ces problèmes et qui causent la mort précoce de ces entreprises. Et le lundi, nous allons aborder la deuxième partie concernant bien sûr les solutions. Oui. Alors, dites-nous, d'où viennent les problèmes? C'est quoi le problème? Parlant bien sûr de la mort précoce des entreprises en Afrique. Oui, merci beaucoup. En parlant de la mort précoce, il faut savoir que les recherches ont prouvé que 85% des entreprises meurent après 2 ans de création. Oui, 85% après 2 ans. Donc, ils cessent d'exister. Et maintenant, lorsqu'on parle aussi des causes, on a des causes externes et des causes internes. Oui, maintenant, pour l'externe, c'est 20%. Interne, c'est 80%. Waouh! Oui. Donc, en parlant... Ça dépend de l'entrepreneur. On verra beaucoup tout à l'heure. Oui, bien sûr que ça dépend de l'entrepreneur, parce que 80% se repose sur ses épaules. Sur ses épaules. Maintenant, pour les 20%, on peut parler de la politique du pays. On peut parler des lois du pays qui peuvent affecter. Par exemple, l'État interdit la production de quelque chose. Ou on peut parler aussi des impôts qui peuvent causer. Une autre chose aussi, c'est la concurrence. La compétition auquel vous n'êtes pas préparé peut affecter la mort précoce de l'entreprise. Maintenant, une autre chose qui m'intéresse souvent aussi, c'est le changement du goût de la clientèle. C'est que le goût du client change par moment. Donc, c'est une cause qui vient de l'extérieur. Mais de l'intérieur, on doit y travailler. Ça veut dire que la production ou l'entreprise doit chaque fois évaluer le goût du client et même des fois anticiper. Et c'est ce qui a causé la mort de l'entreprise qu'on appelle Nokia. On connaissait Nokia, on connaît bien Nokia. Bien sûr. Nokia, pendant que les autres fabriquaient les smartphones et autres, Nokia fabriquait toujours les touches. Et le PDG de Nokia, pendant son discours, a dit « Nous n'avons rien fait de mal, mais nous avons échoué. » Et quelqu'un dit non, que cette phrase était mal posée. C'était normalement « Nous n'avons rien fait et nous avons échoué. » Parce que nous devons faire quelque chose pendant que le goût de la clientèle changeait. Donc, il y a des choses que le client utilise aujourd'hui, achète aujourd'hui, mais d'ici 2 ans, 3 ans, son goût va changer. On n'utilise plus les mêmes portables, on ne regarde plus les mêmes télévisions. Aujourd'hui, c'est l'écran plasma. Donc, c'est les causes externes qui peuvent affecter l'entreprise, qui peuvent amener la mort précoce d'une entreprise. Maintenant, allons à l'intérieur de l'entreprise. Allons à l'intérieur. Oui, alors, ça dit, quand on parle de cette cause concernant bien sûr le changement du goût du client, et ça dit qu'il faut déjà même à l'entame, à la création de l'entreprise, trouver le mécanisme qu'il faut
pour à chaque fois s'actualiser, c'est ça? Très bien. Il faut à chaque fois actualiser en tenant compte de... On appelle ça customer centricity. Ça veut dire que dans toute prise de décision, il faut tenir compte du goût du client, il faut tenir compte du client pour prendre des décisions à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on ne prend pas juste les décisions à l'intérieur, on tient compte du goût, de la vie du client. Parce que le client, c'est lui qui va acheter le produit. On ne va pas produire pour acheter. C'est lui qui va acheter, donc c'est lui le facteur déterminant. Donc, on doit tenir compte de son goût, de son avis, avant de prendre des décisions à l'intérieur. Regardez, mais les grandes entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Les entreprises comme Apple. Les entreprises comme Apple ne tiennent pas compte de ton besoin actuel, mais plutôt des besoins dans le futur. Wow. Oui. Ça veut dire qu'il évalue ta vie et il voit que tu auras un besoin d'ici 10 ans. Et il commence par travailler sur un produit qu'ils vont lancer sur le marché. Et quand ils vont lancer, les gens aiment et tu veux vraiment utiliser. Tu vois? Donc ça, c'est les causes. Ils annoncent même. Ils disent en 2019, en 2020, nous allons sortir tel, pour satisfaire à tel. Tu vois, c'est une approche futuriste. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte le besoin du client dans le futur. Pour produire aujourd'hui. Maintenant, les causes internes. À présent. Ce qui est plus intéressant, c'est... les 80%. Les 80%. Je vais dire d'abord que les forces et les faiblesses de l'entrepreneur se reflètent sur l'entreprise. L'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise est le reflet des forces et des faiblesses de l'entrepreneur. Donc si l'entrepreneur est fort en marketing, c'est que l'entreprise aura une puissance ou un pouvoir sur le marketing. Mais les autres aspects seront faibles. Si l'entrepreneur est une personne qui maîtrise bien les finances, ses finances seront bien gérées. Mais si c'est quelqu'un qui n'aime pas s'exprimer, qui n'aime pas le marketing, des choses comme ça, ça peut affecter l'entreprise. C'est pour ça que, avant de parler de toute chose, l'entrepreneur est la fondation, la base même de tout. Maintenant, et lorsque il y a une différence aussi, il y a une fondation qu'il faut poser. Il y a une différence entre exister et progresser. L'entreprise peut exister mais sans progresser. C'est pas parce que vous existez depuis 5 ans ou depuis 10 ans que vous avez progressé. Oui, donc on peut bien être, l'entreprise peut être vivante mais sans connaître des progrès. Et ça dit, sans la progression, l'entreprise là risque de mourir. Elle va forcément mourir. Parce que, est-ce que chaque entreprise a ses indicateurs de progrès? Qu'est-ce qu'ils prouvent que vous évoluez? Est-ce que vous avez des indicateurs bien rédigés? La majorité des entreprises n'ont pas d'indicateurs. On travaille tous les jours, mais on n'a pas des indicateurs qui nous prouvent que nous sommes en train de progresser ou nous sommes en train d'évoluer. Donc, l'entrepreneur, avec son équipe, doit s'asseoir et trouver les indicateurs de progrès. Ça, c'est une autre chose. Maintenant, une autre chose qui cause aussi la mort précoce des entreprises, surtout en Afrique, c'est un problème de gestion. Lorsque tu gères mal ta santé, tu seras malade. Quand tu gères mal ton mariage, tu seras divorcé. Quand tu gères mal ton argent, tu seras pauvre. Lorsqu'on amène maintenant la gestion dans l'entreprise... J'aime bien les 3 phrases là que vous venez de prononcer. Oui, l'homme a un grand problème de gestion. Ça, c'est vrai. Lorsque vous gérez mal votre santé, vous serez malade. Oui. Vous gérez mal votre mariage, vous serez divorcé. Exactement. Et vous gérez mal votre argent, vous serez pauvre. Oui. Et quand vous gérez mal votre temps, vous serez sans productivité. Sans productivité. Ah ouais, le temps, c'est la ressource. Oui. Maintenant, quand on parle de gestion dans une entreprise, je vais parler des différents aspects. La première des choses, c'est la gestion de la clientèle. Comment est-ce que vous gérez vos clients? Si votre objectif en tant qu'entrepreneur, c'est vendre aux clients, vous n'allez pas évoluer. Parce que le client va se dire, donc lui, il est là juste pour prendre mon argent, il s'en fout de mon bien-être. Donc, il faut gérer le client, il faut avoir une relation avec les clients. Comme le dirait Ford, une entreprise qui ne fait que produire de l'argent est une entreprise médiocre. Exactement. Et qu'il faut la dimension humaine. Humaine. Donc, il faut tenir compte, il faut avoir une relation
avec vos clients. Il faut avoir, par exemple, il y a des entreprises qui n'ont même pas de base de données pour leurs clients. Ils ne savent même pas qui sont ceux qui viennent acheter, ils viennent d'où, ils ne savent pas et ils s'en foutent d'eux. C'est pour ça que le client peut changer de fournisseur sans même l'informer. Il sait même pas. Il y a même des entreprises où l'entrepreneur ne sait pas qu'il y a un tel client qui ne vient plus. Wow. Vous voyez? Donc, il y a une mauvaise gestion de la clientèle. Le client, c'est quelqu'un qu'il faut gérer. Il faut avoir une relation intime avec lui. Et c'est pour ça que les grandes entreprises même vous envoient des messages d'anniversaire, pour vous souhaiter les bonnes fêtes et autres. Et ils vous informent des nouveaux arrivages. Très bien. C'est une gestion. Il faut bien gérer les clients. Une autre mauvaise gestion, c'est la gestion des finances. Les entrepreneurs, c'est que il sait même pas. D'abord, il sait pas combien rentrer ce mois, combien est sorti, et quand ça, tu as combien là, tu as 10 000 d'un mois, et va m'acheter à manger. Il dépense tout, et, ne sachant pas que lorsque tu gagnes 100 000 francs dans une journée, y compris le capital est là, les bénéfices sont là. Donc, combien d'entrepreneurs au Bénin savent exactement ce qu'ils gagnent comme bénéfice chaque mois? Donc, on remarque qu'il va dire, oui, nous faisons 1,5 million par semaine ou bien par mois, c'est bien. Mais dans les 1,5 million, où est la différence entre les bénéfices et le capital? Parce que le capital doit continuer chaque fois à tourner. Donc, la mauvaise gestion des finances peut amener l'entreprise à échouer. Et échouer très vite même. Donc, il faut, parce que beaucoup n'ont pas les mécanismes pour pouvoir mesurer les entrées et mesurer les sorties. Ce n'est pas écrit quelque part. Mais même quand c'est écrit, on ne prend pas, parce qu'on doit prendre des décisions aussi en tenant compte de ça. Donc, on doit évaluer qu'est-ce qui est entré ce mois, qu'est-ce qui est sorti ce mois, quelles sont les dépenses à éviter le mois prochain. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Une autre mauvaise gestion, c'est la gestion de l'équipe. L'entrepreneur doit avoir des aptitudes en leadership. Il doit pouvoir motiver son équipe, influencer son équipe et inspirer son équipe. Il y a une grande différence entre l'équipe et les employés. Vous pouvez avoir des employés, mais ne pas avoir une équipe. Lorsque vous avez une équipe, c'est qu'ils ne sont pas là pour travailler pour l'argent. J'ai appris, quelqu'un a dit, les gens vont travailler pour l'argent pour 6 heures. Ils vont travailler pour un leader qu'ils aiment pour 12 heures. Mais ils vont travailler pour une vision qu'ils ont épousée pour 24 heures. Donc, parce qu'ils seront là à y réfléchir, même quand ils ne sont même pas dans l'entreprise, même à la maison, à table, ils sont en train de réfléchir. Donc, est-ce que le leader, a créé une vision pour l'entreprise? Demandons aux entrepreneurs d'aujourd'hui, d'ici 10 ans, où est-ce que votre entreprise sera? Est-ce que l'équipe le savent? Est-ce qu'ils savent exactement où l'entreprise va? Quelle est la vision? Quels sont les objectifs fixés pour cette année? Quels sont les objectifs fixés pour d'ici 5 ans? Et est-ce que l'équipe le savent? Est-ce que vous arrivez à inspirer, équiper, former votre équipe? Est-ce que vous faites des réunions? La majorité des entreprises ne font même pas de réunions. Et quand ils font des réunions juste pour parler des tâches. Ils ne savent pas ce que l'équipe traverse. Ils ne connaissent pas leurs difficultés, ils ne connaissent pas leurs défis, ils ne connaissent rien. Et pour lui, c'est « tu as fait le travail? Non, ça ne va pas là. Vous devez faire ça, vous devez faire ça. » Non, l'entreprise ne peut jamais évoluer ainsi. Donc, il faut avoir des aptitudes de leadership. Si quelque chose ne va pas, j'ai appris cette citation qui dit oui. Une armée dirigée par un lion va battre une armée de lions dirigée par... une armée de brebis dirigée par un lion va battre une armée de lions dirigée par une brebis. Par une brebis. Ça veut dire que c'est celui qui est devant qui compte. Donc, est-ce que l'entrepreneur a des aptitudes en leadership? Il est capable d'influencer, de diriger, d'orienter. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on a envie de travailler? Donc, c'est surtout ça aussi. Oui. Alors, coach, pour terminer, je vais juste vous donner une question. Des causes internes et externes, oui. Qu'est-ce qui est mieux gérable? Oui. Mieux contrôlable? Il y a l'incontrôlable et le contrôlable. L'incontrôlable, c'est les 20%. Et le contrôlable, c'est 80%. Si vous êtes promoteur ou entrepreneur et vous accusez les 20% l'incontrôlable, les causes externes, vous n'allez jamais progresser. Vous devez toujours vous focaliser sur le contrôlable.
ce que vous pouvez contrôler. Et c'est ça même qui détermine la réussite de l'entreprise, pas l'incontrôlable. Il y aura forcément des causes que vous ne pouvez pas contrôler. Mais lorsque vous focalisez sur ce que vous pouvez contrôler, ce que vous ne pouvez pas contrôler va se gérer. Va se gérer, ça c'est vrai. Merci beaucoup à vous, coach Alex Balogun. Merci d'être venu sur ce plateau. On va se donner rendez-vous lundi pour aborder les solutions à apporter. Comment arriver donc à pallier ces difficultés pour que des entreprises cessent de mourir de façon précoce en Afrique et surtout au Bénin. Merci à vous d'être venu et merci pour tous ces outils donnés à nos téléspectateurs. La suite du grand rendez-vous, c'est dans notre palais de culture. À présent, Horizon Culture. Horizon Culture, nous sommes sur les traces de l'histoire, les présidents de la République du Bénin de 1960 à nos jours. Ah oui, il faut donc montrer cela à la génération présente et bien sûr conserver cette histoire pour les générations futures. Et c'est dans cette vision que se trouve l'artiste Spero que nous allons recevoir dans un instant. Suivons d'abord ce reportage dans lequel il nous parle bien sûr de son profil spécifique, parlant bien sûr du portraitiste. Qui est-il? Narcisse nous en parle. Ces représentations artistiques retracent les portraits des présidents qu'a connus le Bénin de 1960 à nos jours. C'est l'œuvre du portraitiste, un profil relevant de la peinture d'art. La matérialisation de ces portraits fait appel à certaines composantes. J'étoffe de situer également les coupons pour quand même donner un peu des motifs sur une surface donnée. Plusieurs formes de peinture, à savoir les peintures à eau, les peintures à huile, un peu plus classiques, nous parlerons des gouaches, de l'acrylique et beaucoup d'autres choses. À chaque projet, un style, un type de langage et un objectif donné. Le travail ici, c'est spécialement pour la mémoire du peuple béninois, c'est-à-dire la politique de 60 à aujourd'hui. Ça constitue une mémoire. Si la politique était telle que ça devait être, ces choses, normalement, on rachète ça à l'artiste pour mettre ça au conservatoire. Ça va servir de galerie pour ceux qui viendront après nous. Qu'il soit en blanc-noir ou en couleur, le portrait a un coût. Si c'est les portraits, identité par exemple, c'est de 80 000 à 100 000 francs, 80 000 à 200 000 francs et couleur. Maintenant, si c'est blanc-noir, de 120 000 francs à 300 000 francs. Si c'est une photo intégrale, ça varie de 380 à 1 million. L'inspiration n'a pas de prix. Acquérir ces portraits pour le compte de l'État ne ferait que renchérir l'histoire du Bénin. Allez, merci Narcisse pour ce reportage. Retour en plateau avec Spero Samson Ouera. Il est artiste peintre, portraitiste, on peut le dire ainsi, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Venu. Et alors, cette exposition, le président de la République du Bénin de 1960 à nos jours, pourquoi avoir initié un tel projet? D'abord, bonjour Asiom. Oui. Permettez-moi de saluer d'abord l'histoire. Je salue le Dahomey. Bonjour la République populaire du Bénin. Et bonjour la République du Bénin. Alors, l'exposition, les anciens chefs d'État, c'est pour replonger le Bénin. Les jeunes, les élèves, les étudiants dans l'histoire politique de notre pays, de 1960 à ce jour. Parmi ceux-là que nous avons exposés, il y en a qui ne sont plus avec nous. Vous savez que nous sommes au Bénin et nous célébrons également le culte des morts. Les morts ne sont pas morts, ils sont avec nous. D'abord pour moi, c'est ça d'abord, car Pirago Diop l'a dit. Les morts ne sont pas morts, ils sont partout, ils sont avec nous et ils s'investissent dans tout ce que nous faisons. Alors, vous avez eu l'inspiration, c'est venu d'où tout simplement, c'est venu d'où? Quelle a été votre source d'inspiration? Non, ma source d'inspiration, c'est l'univers même. C'est l'univers même. L'inspiration se fait découvrir elle-même. Et on ne sait pas quand et comment c'est arrivé.
Bon, ça arrive comme ça. Voilà. On peut dire que c'est juste quelque chose qu'on n'espère pas, qui arrive, comme ça. Et donc, vous avez décidé de mettre à la disposition de la génération actuelle cette exposition, en tout cas la photo, les portraits de ces différents présidents du Bénin de 1960 jusqu'à ce jour. L'exposition va tenir dans combien de temps? Comment mettez-vous ces œuvres-là à la disposition du public? Ok, l'exposition a déjà commencé hier. Et avait pour le vernissage également. Et ça suit son cours jusqu'au 31 août. Vous venez à la bibliothèque de la diaspora, vous rentrez dedans, c'est ouvert. C'est pas payant. D'accord. Et l'exposition, d'abord, quand on prend l'exposition même, vous allez voir on a parlé des dates, des successions. Comment telle personne a quitté le pouvoir, comment elle est arrivée, est-il venu par élection ou sans élection, par coup d'État, tout ça là. Ok. Aujourd'hui, au Bénin, vous savez, l'histoire elle est très importante pour nous. D'abord, l'histoire politique. Vous voyez, aucune nation au monde ne s'est développée sans une base fondamentale, c'est-à-dire sans son histoire. Aucune nation ne s'est construite sans son histoire. Alain Foucault a dit, nul n'a le droit d'effacer une seule page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans armes. Ça veut dire qu'on est fort lorsqu'on est avec son histoire, lorsqu'on est attaché à son histoire. Ouais. Aujourd'hui, on est souvent surpris, parfois pendant ces expositions, lorsqu'il est question de tableaux d'art, les Béninois ne se manifestent pas beaucoup. Et nos autorités même, ils se plaisent à vanter le mérite d'autres nations, de ce que les gens font à l'extérieur, mais chez eux-mêmes, et ils ne s'intéressent pas. Vous voyez là maintenant, les étudiants en histoire géo, ils ont besoin de ça. Les élèves également. Vous voyez, moi j'ai rencontré un étudiant fortuitement pendant une recherche au laboratoire de sociologie à l'université, mais qui a dit, un jeune qui devrait soutenir, qui a dit, mais qui n'a jamais entendu parler de Kongaku, Taïrou. Vous voyez? Alors il a été président. Il a été président de la République du Bénin. Il y a aussi l'autre là qu'on n'en parle presque plus. On ne parle que de Soglo, de Kérékou, de Yaïboni, et que c'est encore. Il y a Marcelin Sourouminga Apiti. Celui-là, c'est le premier député béninois que la colonie a envoyé au Parlement français. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses. L'exposition, en fait, au-delà d'une exposition picturale, c'est aussi un livre. C'est aussi un livre. Il faut que les gens viennent beaucoup, massivement, et chercher à lire, à comprendre ce qui est là. À comprendre ce qui est là. C'est vrai, vous exposez actuellement à la médiathèque des diasporas, au niveau de la place des Matis, la place du Souvenir, si vous voulez. Mais est-ce que ce ne serait pas bien de rendre cette exposition mobile, quitte à exposer par exemple à l'université d'Abomey-Calavi, au niveau des différentes facultés, et à l'université de Parakou qui est là, on peut aller à Bombay, on peut faire circuler, j'ai dit, cette exposition dans tout le Bénin. Oui, merci Assiom. Ça là, c'est très important, c'est exact ce que vous venez de dire. Dans cette optique, on a fait beaucoup d'efforts. On a écrit par exemple à la Fondation Zissou, et une lettre en date de 11 juillet pour exposer. On a écrit également à l'Institut français de Cotonou. On a introduit même une lettre au ministre de la Culture, Oswald Omeki, pour qu'il nous accompagne pour que le 1er août déjà, comme ça parle des festivités, ça parle de la session du Bénin à l'indépendance, qu'on puisse exposer pour que nos autres, quand même, voient quand même ceux-là qui ont gouverné ce pays, qui ont géré ce pays. Mais toutes nos requêtes ont été sans suite. On verra tout à l'heure si vous avez d'autres mécanismes, d'autres stratégies pour pouvoir rendre davantage accessibles vos œuvres au public. Pour le moment, nous allons suivre Héloïse Winator dans le journal, dans le 19h45. Il est l'heure de suivre le journal sur le grand rendez-vous. On revient dans un instant, oui, dans notre palais de la culture. Ravi de vous retrouver, bienvenue. Voici les grandes articulations de ce journal.
Un phénomène s'observe de plus en plus aujourd'hui à Cotonou, la rétention de reliquats après achat. Est-ce par manque de petites pièces de monnaie ou à volonté? Elie Adiran a mené l'enquête. L'utilisation abusive des smartphones et l'éducation font-ils bon ménage? La tendance des jeunes à rester scotchés à leur téléphone portable sans répit serait-il la cause des échecs scolaires massifs ou des résultats peu reluisants? Vous aurez les éléments de réponse au cours de ce journal. Et puis on parlera également de mode avec le retour au paille. Un paille cousu est porté différemment par les jeunes qui se l'approprient. Il est de plus en plus constaté sur les lieux d'achat et de vente, le vendeur n'arrive plus à solder le client après achat. Diverses raisons sous-tendent la difficulté selon le vendeur. Afin de comprendre le phénomène, une équipe de la rédaction de BB24 a réalisé le reportage avec les acteurs que voici. Et c'est un reportage de Auréole Ayeyon et Elie Adiran. Cet homme vient d'acheter des médicaments pour 3 500 francs. Pour régler sa facture, il remet à la caissière un billet. Mais difficile pour lui de restituer en intégralité son reliquat. Pas de pièces de monnaie, lui signale la dame. Un phénomène de plus en plus fréquent dans les lieux d'échanges commerciaux dont se désolent les usagers. Quand on achète et puis il n'y a pas la monnaie, on est obligé de laisser dans le cas où eux autres n'en ont pas ou dans le cas où nous n'avons pas pour compléter. En tout cas, moi, c'est ce que je fais d'habitude. Dans les marchés, les officines et les supermarchés, et même les vendeurs ambulants, le manque de petites pièces de monnaie est souvent source de discussion et parfois d'altercation entre vendeurs et acheteurs. Le phénomène, il est réel, mais il n'est pas spécifique aux officines de pharmacie. Vous savez, depuis un certain nombre d'années, nous assistons à une raréfaction donc, des pièces de monnaie dans le marché. C'est là où on fait le constat que les petites pièces, 5 francs, 10 francs, 25 francs, 50 francs, et parfois même des pièces de 100 francs, c'est plus des pièces faciles à trouver. Selon les spécialistes en économie, cette situation ralentit le dynamisme de l'économie béninoise. Ces agents, ils ne se donnent aucune peine pour aller chercher la monnaie lorsqu'il n'y en a pas. D'autres le font, bon, parce qu'ils n'en ont pas vraiment, mais ils ne se gênent pas pour aller en chercher. D'autres, carrément, ce n'est pas mauvaise foi. Je ne vais pas parler de rançonnement, mais ce n'est pas mauvaise foi. La rétention volontaire ou non de pièces de monnaie est une réalité. Une réalité à laquelle il va falloir trouver une solution avant qu'elle ne s'érige en règle. Et voilà une question qui interpelle chacun. Les échecs scolaires massifs ou les résultats peu reluisants observés ces dernières années seraient-ils liés à la tendance des jeunes accros des smartphones? Le questionnement est sur toutes les lèvres et le sujet a inspiré la rédaction de BB24. Suivez ce reportage pour plus d'éclairage. Les TIC ont connu d'énormes avancées dans le domaine de l'éducation. Elles permettent de raccourcir le temps de travail et de vite accéder à l'apprentissage. Dans ma classe, par exemple, les ordinateurs ou carrément les téléphones portables nous permettent de faire des recherches documentaires. Si on possède d'histoire-géographie, par exemple, dans un exercice, nous n'avons qu'à taper sur Google, puis nous avons déjà les informations dont nous avions besoin. Donc plus besoin d'aller fouiller dans les documents et tout le reste, non. Nous avons déjà les informations à nos portées, dans nos portables. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, permettent aux apprenants d'augmenter leur performance en milieu scolaire. D'abord, l'élève qui sait en faire un bon usage a une facilité à trouver l'information dont il a besoin pour évoluer, pour travailler en classe. Donc les nouvelles technologies permettent aux apprenants d'abord de trouver l'information pour pouvoir avoir des avances sur le professeur. En cas de mauvais usage, les TIC peuvent engendrer plusieurs problèmes. Les TIC ne sont plus vraiment des outils de recherche, mais des outils qui détruisent un peu nos enfants. Ils volent suffisamment de temps aux apprenants. Quand ils s'accrochent, ils peuvent ne pas dormir toute la nuit. J'ai dû convoquer la fois passée les parents d'élèves qui étaient venus et un parent affirmait que son enfant est toujours accroché à son portable jusqu'à l'aube. Et effectivement, la CP SVT qui s'est plaint parce que l'enfant dort tout le temps.
Personnellement, j'ai eu à vivre les impacts des nouvelles technologies de l'information et de la communication parce que j'en abuse beaucoup trop. Par exemple, je peux rester tout le temps connecté sur Facebook, à naviguer tout le temps, alors que mes cahiers de cours sont là, j'arrive pas à apprendre. Et difficilement, j'arrive à prendre mon cahier de cours pour réviser. Donc, parfois, si on abuse trop de ces nouvelles technologies, on peut oublier carrément son cahier de cours et les rendements scolaires risquent de chuter de manière vraiment désastreuse. L'intégration reçue d'éthique dans le processus d'apprentissage exige pour cela des ajustements, des pratiques pédagogiques, tout en faisant ressortir chez les apprenants ses aspects positifs et négatifs. Ailleurs en Afrique, en bref et en images, sachez que 42%, c'est le taux d'augmentation du chiffre d'affaires de l'industrie du tourisme tunisienne cette année 2018 et par rapport à l'année passée, évalué à 554 millions de dollars, soit près de 277 milliards de francs CFA, selon un bilan du ministère du Tourisme. Ce chiffre marque le rebondissement du tourisme tunisien après une période de 7 années de vaches maigres. Sur l'ensemble de l'année 2018, le gouvernement table sur l'arrivée de 8 millions de touristes, soit plus que les 7 millions enregistrés en 2014, selon la même source. Depuis quelques années, le paille fait son retour remarquable chez les jeunes et les stylistes. On constate que différentes tenues sont confectionnées à base de tissus africains. Aujourd'hui, vous allez voir, les jeunes le portent selon leurs préférences et leur goût, robes, ensembles tailleurs et autres, faisant revivre ainsi les temps anciens. Suivez ce reportage de Océane Amoussou présenté par Karamat Agbatao qui nous amène dans l'univers de la mode. C'est un air de retour vers les temps anciens. Des pantalons pattes d'œuf, des coupes de cheveux afro, les anciennes modes qui refont surface aujourd'hui sous un autre design. C'est également le retour du pagne avec sa revalorisation dans l'univers de la mode. Ailleurs, dans les autres pays, ça se fait. Par exemple, le Nigeria. Je les vois habillés en tenue locale, c'est une bonne chose. Eux, ils aiment valoriser leur culture. Il faut aussi que nous, les jeunes filles, nous apprenions à nous habiller comme nos parents l'ont fait dans le passé. En fait, c'est ça la femme africaine. Ça met en valeur la femme africaine. Et bon, ça aussi, ça permet aussi à la jeunesse d'aujourd'hui de savoir s'habiller correctement. Et ça évite à certaines jeunes filles de porter de n'importe quoi. Rivalisant avec le tissu occidental dans plusieurs pays, le paille nourrit la créativité des designers africains avec à la clé différents modèles qui rappellent les années 50. La mode, déjà par définition, c'est un éternel recommencement. Donc vous pouvez déjà voir dans les designs, dans les matières, dans les motifs, dans les coupes que ça revient. Ça revient et ça reviendra. Donc par essence, la mode, c'est ça les tendances. C'est les tendances qui ont vécu, qui reviennent, peut-être sous une autre forme avec de petites modifications, avec des petites couleurs. Bref, ça revient, mais ça ne revient jamais de façon brute. Il y a toujours une petite touche nouvelle qui accompagne. C'est sûr que cette tendance qui a commencé va perdurer parce que c'est riche en couleurs, c'est riche en design. Il y a tellement beaucoup de choses à faire avec que la richesse là-dedans est intarissable. Donc il faut reconnaître qu'à un moment donné, les gens en ont marre. Et quand on cherche de la couleur, on pense pagne. Aujourd'hui, la mode est beaucoup plus colorée, est beaucoup plus dans la féerie. Ce n'est pas que ce n'est plus le design seulement, mais c'est les couleurs, d'accord? Donc on peut dire qu'on est dans l'ère des couleurs. Et quand on pense couleur, comme je l'ai dit, on pense pagne. Ensemble tailleur, jupe, robe, veste et pantalon, le pagne permet d'apprécier la beauté, l'élégance et l'originalité africaine sous un autre jour. Avec cette revalorisation du pagne, c'est l'identité de tout un continent qui est ainsi promue à travers le développement de sa culture. Autre information, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines a annoncé avoir atteint un record d'activité au cours de l'exercice financier ayant pris fin en juin dernier. Selon un communiqué de presse relayé par le site du gouvernement aérien africain, les opérations financières, commerciales et opérationnelles de l'entreprise ont enregistré une hausse sans précédent. Ainsi, au cours de l'exercice 2017-2018, la compagnie a connu une forte hausse du nombre de ses passagers, plus 10% par rapport à l'exercice précédent,
franchissant pour la première fois la barre symbolique de 10 millions de passagers. La compagnie a engrangé sur la période un bénéfice net de 130 milliards de francs CFA. Ethiopian Airlines confirme ici sa position de leader sur le continent noir. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. D'ici à là, portez-vous bien. Merci beaucoup à vous, Héloïse Winator. À jeudi ou à vendredi, j'espère, Héloïse. On va se retrouver, certainement. Ah oui. Pour le grand rendez-vous. La semaine prochaine. La semaine prochaine, donc. Allez, merci beaucoup. Bon week-end à vous, Asiom. Merci, bon week-end, Héloïse. On revient en plateau avec Spero Samson Weha. Avec lui, nous continuons à parler, bien sûr, de cette exposition qui nous fait découvrir, sinon revoir davantage les présidents de 1960 à nos jours, à travers une exposition en cours à la médiathèque de Diaspora, au niveau, bien sûr, de la place des Mathis. Alors, Spero, on était en train de parler d'une possibilité d'amélioration, d'accessibilité du public, bien sûr, à cette exposition, à ces œuvres-là, qui sont actuellement à la médiathèque de Diaspora. Oui, et justement, on en parlait. Donc après la phase de médiathèque de Diaspora ici à la place des Mathis de Cotonou, il y a l'exposition se poursuivra à l'espace Maïton derrière le campus à Bomé-Calavi. Également, si éventuellement la Fondation Zissou nous répondait favorablement, on va également exposer à la Fondation Zissou. Et nous pensons faire une tournée nationale avec les yeux, dans les lycées, collèges. Surtout parce que les jeunes en ascension, c'est-à-dire il faut que les élèves et étudiants aillent un peu plus en profondeur dans l'histoire pour savoir un peu, pour avoir une connaissance de leur histoire, de ce qui s'était passé. On n'était pas encore nés, on n'était pas encore nés, j'étais très jeune à l'époque. Donc vous voyez, et je parlais tantôt des autorités. Aussi, il faut que les autorités s'imprègnent, il faut que les autorités s'investissent et nous accompagnent beaucoup. Et à l'endroit du ministère de la Culture, que le ministre revoie un peu son agenda et qu'il pense beaucoup aux artistes plasticiens. Le président également, le président de la République, nous voulons le voir sur le stand de l'exposition, nous voulons le voir à la médiathèque des Diaspora. Et je compte sur vous, et B24, de relayer largement l'émission pour que les uns et les autres, ceux qui ne sont pas encore informés, puissent effectuer massivement le déplacement et venir visiter l'expo. L'exposition. Vous avez commencé depuis avant-hier, le 15 août dernier. 15 août dernier. Ça va jusqu'à quand l'exposition? Ça va durer combien de jours? Le 31 août. Le 31 août. Le 31 août. Et après, vous allez continuer avec les autres projets. Est-ce que c'est déjà des projets déjà fixés et que c'est sûr que cette exposition va faire le tour du Bénin ou vous espérez toujours des soutiens pour pouvoir rendre possible pour la mise en œuvre, bien sûr, de ces projets? Oui, soutien, mais il y a un déjà qui est déjà arrêté et le contrat déjà fait, c'est l'espace Maïton. Ça, c'est fini. Et on finit en même temps ici, on continue là-bas. Maintenant, le reste, concernant la Fondation Zissou, et concernant également les mairies, également, et l'Institut français, on attend. Et là encore, il faut que, parce que chaque fois qu'on va voir les gens pour demander leur soutien, on dit, écoutez, vous travaillez pour la République. Ça là, vous travaillez pour la République et nous, ne pouvons pas mettre de l'argent dedans. Comment? Ça, c'est pour la République. Les gouvernants, c'est en principe les gouvernants qui doivent nous accompagner. On a vu beaucoup de personnes à beaucoup de portes, mais tout à qu'on nous dit, ça là, c'est l'État. C'est l'État qui doit vous accompagner. L'État a l'obligation de vous accompagner. Ailleurs, même on devait même vous acheter ces œuvres-là. Et là, j'en appelle, en la direction du président de la République, ça là, à partir de ça, déjà, on peut créer une galerie des anciens chefs d'État, comme l'ont fait d'autres pays. Par exemple, vous allez aux États-Unis, par exemple, il y a la galerie des anciens chefs d'État, et chaque fois qu'un président quitte le pouvoir, sa photo est insérée, et ça constitue une partie de l'histoire. Donc, on peut faire une galerie, mais en version portrait? Portrait. C'est portrait. Tous les présidents de la République. Juste ça aujourd'hui. Vous allez en France également, il y en a. Il y en a de la Première République, juste ça aujourd'hui. Donc, on peut aussi le faire ici au Bénin. Donc, vraiment, vraiment, le président, on a déjà introduit des lettres, on a beaucoup introduit de lettres, et on attend. On attend, tout simplement. Et j'espère que les présidents vont pouvoir vraiment vous écouter, les autorités vont vous écouter, et que je sais que le ministre de la Culture, Oswald Omeki, oui, si vous me permettez. Travaille beaucoup, si vous me permettez, en tout cas dans ce sens-là, j'espère. Oui, permettez-moi, on sait que le ministre travaille beaucoup. Mais vous savez, la culture, c'est un peu complexe. Vous voyez,
Dans le sport, nous voyons dans le sport qu'il y a beaucoup, on en voit beaucoup dans le sport. Et du côté de la culture la plastique, rien n'est fait sur ça. Ce n'est pas moi seul. Moi, peut-être j'ai la chance aujourd'hui de le dire, de venir sur le plateau aussi, puisque tout le monde n'a pas cette opportunité de le dire. Mais je peux être, disons, le porte-voix et le porte-parole des artistes qui ne peut pas venir ici parler. Tout le monde est en train de faire de murmurer dedans. Côté plastique, ça ne va pas. Que le ministre fasse d'efforts. Parfois, même pour rencontrer le ministre, c'est souvent un problème. On écrit, parfois, pour rencontrer, ça ne marche pas. On cherche à le contacter, ça ne marche pas. On a été obligé d'aller à la présidence pour rencontrer Pierre, on nous a dit qu'il est en congé. En tout cas, c'est déjà bien de profiter de cette tribune-là pour vous adresser aux autorités. C'est un plaisir de vous permettre, en tout cas, de le faire ainsi. Merci beaucoup à vous, Spero Ruihara, d'être venu sur ce plateau. On espère bien vous retrouver. J'espère aussi que BB24 et que le public va certainement se déplacer vers la place des Mathis au niveau de la médiathèque des diasporas pour suivre, pour aller voir cette exposition, pour aller voir les portraits de tous les présidents avec des résumés d'histoire au niveau de chaque portrait. J'ai déjà dit, je disais tantôt, c'est au-delà d'une peinture, c'est une exposition livresque. C'est un livre et les gens vont venir lire. Relire, reparcourir l'histoire. C'est très important pour la République. Merci à vous, Spero. À très bientôt. Le grand rendez-vous va continuer. Et cette fois-ci, nous allons bien sûr nous retrouver sur la toile pour l'Actu Web. Panique générale dans l'après-midi du jeudi 16 août 2018 au quartier Wando de Porto Novo. C'est ce que nous apprend le site Bénin Actualité. La toile nous informe du braquage d'une dame à Porto Novo. Les braqueurs ont dicté leur loi en pleine journée en emportant une somme estimée à des millions de francs CFA. La victime, du nom de Edith Legla, la quarantaine, après avoir effectué une opération bancaire, a été attaquée par des malfrats à la hauteur de l'agence de la Société béninoise de l'énergie électrique de Wando. Elle a été maîtrisée par ses bourreaux qui ne lui ont laissé aucune chance. Atteinte par balle, elle a dû abandonner son sac qui contiendrait une importante somme d'argent. Conduite en urgence à l'hôpital, elle a succombé quelques heures plus tard. Faire le buzz, c'est bien, le faire intelligemment, c'est mieux. C'est ce que nous apprend le site d'information DHB ce jour. Une chose que n'a certainement pas compris Tamara Rothman. Cette agentille, suivie par plus de 3000 personnes sur Instagram, a cru être drôle en mettant son pauvre animal dans le tambour de la machine. La scène ne dure que quelques secondes, mais c'était bien assez pour déclencher une vague de commentaires scandalisés. Une dernière information pour boucler l'actualité web pour le compte de ce soir. Sébastien Sterney a battu le record de la plus haute vague jamais surfée. Cette vidéo, postée sur la toile depuis le 18 janvier 2018, devient virale depuis quelques jours et laisse beaucoup de commentaires. Le surfeur allemand affronte une vague monstrueuse. Dans ces cas-ci, les reliefs sous-marins seraient responsables de la création de ce géant des mers. À l'approche du rivage, les vagues sont séparées en deux parties, l'une ralentissant fortement et l'autre gardant de la vitesse. Lorsqu'il arrive que les deux vagues se rejoignent, leur puissance s'accumule et forme ces murs d'eau impressionnants, ce qui a favorisé l'espoir du sportif. Et ce sera tout pour l'actualité web de ce jour. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Alors, il prend quand même des risques, ce sportif en tout cas. Il maîtrise tout simplement son boulot. Là, on peut le dire ainsi et félicitations donc à lui. On continue avec vous, chers téléspectateurs. Oui, ce serait certainement la dernière manche de ce grand rendez-vous. Voici pour vous la météo avant de partir.
Et ce sera tout pour cette édition du Grand Rendez-vous. C'est la dernière pour le compte de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 19h00 pour ouvrir un nouveau package de 5 grands rendez-vous. Portez-vous bien. Très bon week-end sur PB24. Ciao, ciao.